Alors, vous savez que Snapchat Discover s'est lancé en France à la fin septembre. Beaucoup d'éditeurs, enfin 8, se sont mis dessus. Et c'est vrai que 2 mois après, on peut se demander qu'est-ce que ça a donné cette première expérience. Est-ce que vous vous y retrouvez par rapport aux objectifs initiaux que vous étiez fixés? Et pour ce faire, on a invité donc 2 personnes du monde et 2 personnes qui travaillent finalement pour l'équipe, même si Thomas, vous travaillez pour Upian, parce que l'équipe a cette particularité de n'avoir d'avoir externalisé la production pour Snapchat au sein d'Upian comme un prestataire de service, c'est ce que vous allez nous raconter, alors que Le Monde, eux, ils ont choisi de déployer des ressources en interne, une équipe dédiée. Et donc, effectivement, rien que dans l'organisation des équipes, vous n'avez pas fait les mêmes choix. Alors, 2 mois après, avant qu'on rentre dans le détail, on aimerait savoir si effectivement ça vous est profitable ou non. Quels chiffres vous avez sur l'audience? Est-ce que vous avez réussi à rajeunir votre audience par rapport à celle que vous touchiez d'habitude? Et puis, est-ce que, en termes de revenus publicitaires, c'est une réussite ou pas? Alors, on commence? Bonjour. Écoutez, tout va bien, on est très contents. Les chiffres sont bons, on ne peut pas vraiment en parler dans le détail, mais on a effectivement beaucoup de monde qui vient tous les jours consulter des éditions du Monde, et ce public est très jeune, en majorité moins de 25 ans. Quand d'habitude, la moyenne d'âge est plutôt de 40 ans sur le monde numérique, hein, c'est ça? C'est ça, 40 ans sur les applications mobiles. Oui, voilà, 46 sur desktop, sur le site. D'accord. Donc là, on a des lecteurs très jeunes, on a plein de nouveaux lecteurs très jeunes, parfois ils sont très nombreux. On a eu un pic à plus de 600 000 personnes qui sont venues consulter notre édition le jour de l'élection de Donald Trump, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de personnes qui sont venues consulter ces informations. Ça veut dire quoi, beaucoup? C'est beaucoup. 600 000 personnes, c'est beaucoup. Ça veut dire quoi, 200 000 C'est-à-dire 600 000, d'accord, ouais. Pardon. Et j'ai un petit problème d'oreiller. Donc non, on est très satisfait et voilà, les premiers enseignements sont très bons et on se rend compte qu'il y a un vrai usage de Snapchat chez les jeunes et un vrai usage dédié à l'information, ce qui était un peu un pari à la base, mais maintenant on se rend compte que oui, il y a des jeunes personnes qui viennent s'informer tous les jours sur Snapchat et c'est devenu un média à part entière. Et du côté de l'équipe, alors, quels sont les premiers chiffres que vous pourriez partager avec nous? Bonjour à tous, c'est des chiffres assez semblables. On a une moyenne à peu près d'un demi-million chaque jour de personnes qui viennent consulter l'édition. Ce qui est intéressant, c'est que oui, la cible s'est rajeunie et c'est également pour l'équipe, c'est important, c'est féminisé. Évidemment, un lecteur très masculin et sur Snapchat, on a 30% de femmes qui consultent l'édition et un rajeunissement important, 70% en moins de 24 ans sur Snapchat. On retrouve ça également dans Discover. Donc voilà. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on en est qu'au début. Aujourd'hui, Snapchat nous dit qu'en gros, ça touche 15 à 20% des utilisateurs de Snapchat en France, qui sont là avant tout pour le réseau social et l'échange avec leurs amis, la discussion, qu'ils estiment qu'aux États-Unis, ça atteint 30 à 40% d'utilisateurs. Donc on a encore une forte marge de progression pour aller toucher un public différent et complémentaire à ce qu'on peut proposer sur nos autres supports. Question par rapport à l'audience habituelle que vous touchez via l'équipe. Les 30% de femmes, c'est une incongruité? Vous n'étiez pas du tout sur cette statistique-là? Non, on est très très majoritairement masculin, le sport étant assez masculin et consommé par des hommes. Mais pourtant, sur Snapchat Discover, hier, je regardais l'édition, il y a beaucoup de foot, il y a de la F1. Ouais. Est-ce que vous avez changé le calibrage des contenus pour vous adresser davantage aux femmes? Alors, on fait non, pas davantage s'adresser aux femmes, mais essayer d'avoir un contenu qui est peut-être un peu différent de ce qu'on peut proposer. Un contenu qui est très sérieux et qui est un peu institutionnel sur nos différents supports. Et là, de temps en temps, on essaye de faire le petit pas de côté, on raconte le sport, mais de manière un peu différente. Un des contenus qui a très bien marché, c'est l'origine du dab. Vous savez, ce que fait Paul Pogba quand il marque un but. Voilà, là, on est un peu entre l'info sportive et le côté un peu culturel. Et donc ça, typiquement, ça a très très bien marché. On pense que l'équipe doit parler de ce genre de contenu. Et c'est vrai que sur Snapchat, c'est un support qui nous permet de le faire plus facilement. Quel est le contenu qui a le mieux marché depuis le lancement au monde? Clairement, l'élection de Donald Trump, pour le coup, c'était une première expérience d'ailleurs en mode
en mode breaking news, comme on sait le faire au monde.fr, où on a un peu cassé nos habitudes. Habituellement, on publie notre édition vers 17h30. Là, pour le coup, on a un peu exceptionnellement changé, fait un dispositif spécial. On était les seuls à la rédac parce qu'il y a un bureau de nuit à Los Angeles, mais pas pour Snapchat. Donc, on a fait la nuit américaine et on a envoyé notre édition à 8h du matin avec une heure de BAT différente. Et comme le disait Michael, on est à plus de 600 000 visiteurs uniques sur cette édition-là. Ce qui était intéressant aussi sur la spécificité d'être sur Snapchat, c'est que très vite, on a mis à jour l'édition et on leur a demandé de nous envoyer des questions sur notre compte traditionnel, puisqu'on a un compte standard, Le Monde FR. Et on a reçu vraiment plein de questions. J'ai passé ma journée à ouvrir des messages, à noter les questions, les pseudos, etc. Et ensuite, on a fait une update de l'édition où on répondait aux questions. Et c'était intéressant. C'était quoi comme type de questions? Est-ce que c'était des questions que vous n'auriez pas eues ailleurs? Alors, il y avait un peu de tout. Franchement, il y avait plein de questions qui étaient extrêmement pertinentes et tout à fait dans la ligne de ce qu'on trouvait dans le live du Monde.fr par ailleurs. Ce qui était intéressant peut-être aussi par rapport aux présentations qu'on a vues, c'est qu'on avait aussi des questions qui faisaient état de rumeurs qui étaient fausses et qu'ils avaient trouvées sur Internet. J'ai entendu dire que Donald Trump avait payé pour remporter l'élection. Est-ce que c'est vrai? J'ai entendu dire que Hillary Clinton et Bill Clinton allaient divorcer et que c'était du pipeau pour l'élection. Est-ce que c'est vrai? Et du coup, on pouvait aussi débunker en direct, en one-to-one, du coup, sur Snapchat aux utilisateurs. Hier soir, vous étiez toujours en tête de gondole avec les super-héros. Dans votre édition d'hier soir, alors que c'est vrai qu'on avait déjà appris que François Fillon avait gagné la primaire de la droite et du centre. Du coup, vous n'avez pas renouvelé l'expérience du Breaking News pour hier soir? Si, c'est simplement que le temps de produire une édition spéciale complète sur François Fillon, le temps que les réactions tombent et de pouvoir mettre tout ça en forme, il se passe un petit peu de temps et on ne peut pas faire du direct comme BFM ou sur France 2, ça reste une édition à produire comme un journal. Donc du coup, on a mis l'édition en ligne vers 23h minuit et du coup, dès ce matin, quand vous vous réveillez, vous aviez l'édition spéciale Fillon. Mais est-ce que c'est pas un peu frustrant quand on est journaliste et qu'on a été habitué à couvrir les news justement en temps réel, d'accepter ce délai avec quand même des éditions très contraignantes puisqu'elles sont programmées? Enfin, moi personnellement, non, c'est même. Enfin, je passe la parole après, mais moi, j'ai été biberonné vraiment au web et à l'école du flux, et je redécouvre ça alors que, tous les gens qui ont travaillé sur le print trouveront ça peut-être drôle que je découvre le principe d'un bouclage, mais c'est pour le coup très intéressant intellectuellement de pouvoir faire un produit fini tous les jours et de pouvoir le regarder d'ailleurs comme un produit fini et de se demander dans l'équipe, cette édition, elle était riche, elle était moins bien, qu'est-ce qui pêchait, et de pouvoir tous les jours faire un produit qui est vraiment peaufiné, c'est assez intéressant. Il y a la notion de rendez-vous qui est de plus en plus présente par ailleurs sur Internet. Oui, c'est effectivement un peu l'idée de retrouver la notion d'édition qui est intéressante. Aussi au niveau du plaisir de travail, je pense que vous connaissez tous Discover. En fait, là, il y a une très grosse différence, c'est la partie graphisme. En fait, ce sont des éditions qui sont très visuelles. Contrairement à Facebook, par exemple, on est dans une interface qui est assez austère. En fait, la force de Snapchat, c'est d'avoir déjà créé une iconographie qui lui est propre et ensuite de réussir à créer de la surprise à chaque fois qu'on va changer d'un snap à l'autre. Donc, si on s'inscrit dans cette logique narrative, en fait, il y a une recherche aussi d'un travail autour de l'ensemble de l'édition pour qu'on ait une cohérence, on raconte une petite histoire et aussi que visuellement, on ait beaucoup d'impact. Donc, effectivement, c'est plus lourd en termes de production, mais par contre, visuellement, il y a un peu plus d'impact, un peu plus de... Qu'est-ce qui marche comme format? Est-ce que ce sont les animations, le mix de textes, de chiffres, d'images à partir de ces 2 mois finalement de production? Vous diriez que ce qui fonctionne le mieux, c'est quel type de format, Emmanuel Alix? Alors, on peut en noter 3 un peu. Nous, on essaie dans chaque écran, donc chaque top snap, c'est une boucle vidéo de 10 secondes maximum, d'arriver à la fois à donner une info, si on peut faire sourire et d'être un peu dans le ton Snapchat, c'est bien, et de donner envie d'aller voir le contenu derrière. Donc aujourd'hui, ce qui marche bien, c'est essayer d'allier ça, de donner une vraie info, mais d'avoir ce petit côté décalé. On l'a fait régulièrement. Non, il n'y a pas les quelques slides. Si, on peut le montrer. Je crois que c'est ça. Non, c'est Le Monde. Si, descends, un petit peu en dessous. Continuez à parler pendant qu'on...
Sur l'avant-dernière. Le Ben Arfa, pardon. On va vous montrer quelques exemples pour l'équipe. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'évoquais, c'était les origines du DAB, du rap US au terrain de foot. Donc c'était assez intéressant, il y avait à la fois un contenu, une information, et puis c'était traité graphiquement de manière assez forte. Et Thomas, tu peux passer par exemple à l'exemple Ben Arfa, qui est un petit peu plus loin, qu'on a mis de manière... voilà. Donc typiquement, voilà, c'est une information, Ben Arfa est écarté, et on essaie de le jouer avec un côté décalé, en imaginant la conversation par SMS entre Ben Arfa et son entraîneur. Et l'autre élément qui est vraiment, que nous on trouve très intéressant, c'est tous les éléments de partage, où nous on essaye beaucoup de faire partager des contenus. Typiquement en discutant avec Snapchat aux US, c'est pas quelque chose qui est beaucoup utilisé. En France, ça marche très bien. On s'est amusé à faire des écrans en parlant de Cavani, donc l'attaquant du PSG qui a quelques petits problèmes de réussite devant le but. On s'est amusé à faire un petit labyrinthe pour inviter l'utilisateur à l'aider à aller marquer des buts. On a eu 70 000 partages sur un contenu, ce qui est quand même très important au regard du nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir. Donc c'est entre 20 et 30% des utilisateurs ce jour-là qui ont partagé cet écran à leurs copains sur Snapchat. Donc c'est ces choses-là qui, voilà, nous on essaye d'avoir un peu ces codes à chaque édition, se dire il faut qu'on ait contenu de partage, il faut qu'on raconte de l'info, et puis si on peut faire sourire en même temps, c'est très bien. Oui, puis vous utilisez énormément les émoticônes sur quasiment chaque card, hein, comme vous dites, les fameuses cartes de Snapchat. Pourquoi ? Pour être dans les codes et pour s'adapter à l'audience, qui est une audience qui utilise à chaque contenu de partage avec ses amis ces éléments-là, donc ça leur rappelle des codes. Donc il y a les émoticônes, mais il y a également tous les filtres. On aime bien jouer avec les filtres que Snapchat peut proposer, pour pouvoir habiller nos vidéos avec les filtres Snapchat. Donc c'est vraiment s'adapter à l'audience et se mettre dans les codes pour être vraiment le plus cohérent possible avec le reste de l'application. Et du côté du monde, c'est pareil, vous avez quand même revu un peu les formats au fur et à mesure. Vous étiez un tout petit peu plus sur du texte long, si je ne me trompe pas, au départ. Et puis, vous avez recalibré les choses autrement. Alors, en fait, l'idée, ce qu'on s'est aperçu, alors effectivement, tout ce qui est format... game qui encourage l'interaction avec le lecteur, ça fonctionne bien. Après, effectivement, c'est un poil plus compliqué pour nous de jouer avec Mossoul qu'avec un match de foot. Donc, du coup... désolé pour là. Nous en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réfléchit beaucoup en termes d'équilibre global d'une édition. Par exemple, prenons une édition type comme ça. Voilà comment on fait effectivement un chemin de fer. L'idée, c'est déjà de ne pas avoir un article sous tous les top snaps et d'avoir une forme de variété en termes de format. Donc effectivement, vous voyez par exemple sur la carte 1, on ouvre sur un sujet Mossoul, justement, c'est pour ça que j'en parlais. En 2, on met une carte. En 3, on problématise un petit peu le sujet. Et en dessous, il y a le papier. Ensuite, on a une carte effectivement de brève. Ensuite, on revient avec un papier. Mais alors du coup, là, c'est plus de la variété en termes de sujets, c'est-à-dire qu'on va enchaîner peut-être avec un sujet, ça c'était sur les nouveaux emojis d'iOS, qui est quelque chose de plus concernant, et puis après on va revenir à des sujets un petit peu plus sérieux, voilà, la base de données sur les cartes d'identité et passeports, puis une sortie ciné, etc. Tout l'enjeu en fait pour nous, c'est de faire une variété aussi bien en termes éditorial, c'est-à-dire de ne pas être figé dans une sorte de hiérarchie de l'information un peu à papa, quoi, où on met en gros l'inter et la politique en premier, et la culture et le sport en dernier, et d'avoir quelque chose de très varié pour faire en sorte que les gens aillent jusqu'au bout et consultent les trucs. On a des vraies surprises, on a des gens qui restent plus de 2 minutes sur des pédagogues sur le Yémen, par exemple, en article, on s'y attendait pas, et vraiment... voilà. 2 minutes, c'est pas énorme. Sur un papier pédago sur le Yémen, c'est quand même non, pas mal. Moi, je trouve en termes de temps d'attention, c'est quand même... Parce que quand on compare ce matin avec les chiffres qui nous ont été donnés sur Instagram de 21 minutes par jour, mais là, on voit bien qu'on est loin. C'est une édition. D'accord. Et par ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est effectivement, on ne fait pas de longs articles et de textes trop longs. On est quand même donc une audience plus jeune. Et on simplifie beaucoup les papiers. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gros pédagogues sur le monde.fr ou des grandes enquêtes ou des grands reportages. Eh bien, l'équipe de Jean-Guillaume va s'attacher à vraiment la rendre fluide, très découpée, à réécrire le texte, à faire des phrases très courtes. Tout ça pour être très accessible, sachant qu'on est dans un environnement où il n'y a pas de lien, donc on ne peut pas cliquer pour en savoir plus, on reste prisonnier au sein de l'édition. Donc en fait, tout doit être accessible tout de suite et compréhensible. Et ça, c'est vraiment le grand enjeu de faire une édition Snapchat réussie, quel que soit le format, c'est d'arriver à intéresser les gens et à leur expliquer convenablement les choses. Et donc, ça nous force à
avoir une nouvelle écriture en fait. Effectivement, par exemple, deuxième exemple, deuxième gros type d'édition, simplement pour boucler la boucle, c'est des fois on fait juste pas du tout de papier. Quand le sujet est vraiment important et qu'on y consacre toute une édition, on fait une édition uniquement avec cette unité de base qui est le top snap, cette vidéo verticale de 10 secondes qui boucle, et on fait toute une édition uniquement à partir de top snap. Donc ça réclame effectivement une nouvelle réécriture, une nouvelle écriture, une manière de séquencer l'info de cette manière-là. Ça, par exemple, c'était l'édition pédago qu'on avait fait la veille de l'élection pour expliquer un peu le fonctionnement, les grands électeurs, etc. Et donc voilà, on navigue un petit peu entre ces deux types d'éditions pour pouvoir aussi varier la forme entre les éditions. Est-ce que finalement, à l'équipe, c'est pas l'outil qui vous permet de faire plus de divertissement que ce que vous auriez fait dans votre univers plus classique ? C'est très clairement ce lien entre la photo, le graphisme et l'image animée, évidemment, nous permet de le faire. On le faisait déjà avec une rubrique qui s'appelle What the Fuck sur nos supports numériques depuis 1 an et demi, 2 ans. C'est sûr que là, ça nous permet vraiment d'y aller complètement et de jouer avec tous les codes du divertissement. Comme le disait Jean-Guillaume tout à l'heure, on a la chance dans le sport d'être à la frontière entre l'info et le divertissement, donc ça nous permet de faire pas mal de choses et de tenter beaucoup de choses sans se prendre nécessairement au sérieux, et ça fonctionne plutôt bien. Donc oui, ça nous permet d'y aller vraiment. Et surtout, aussi, la raison de notre présence également sur Discover, c'est que ça doit nous faire poser des questions sur comment on met en scène nos contenus également sur nos propres supports. Ça fonctionne très bien sur Snapchat, même si c'est une cible qui est plus jeune, qui est peut-être différente de la nôtre. C'est comment ça, on arrive aussi à le répercuter sur nos autres supports. On avait fait une tentative sur ce format vertical au moment des Jeux de Rio avec un produit numérique le matin pour profiter du décalage horaire, en racontant ce qui s'était passé la nuit. On avait déjà essayé d'utiliser ces codes-là. Mais voilà, ça nous fait également nous poser des questions, et c'est aussi une expérience pour adapter nos contenus et notre offre aux différents formats. Et ça grince pas un peu des dents du côté de vos journalistes peut-être un peu plus traditionnels qui voient là les codes de l'équipe ou les codes du monde parfois un petit peu chamboulés ? Non. Alors c'est sûr que les plus traditionnels et on va dire les plus anciens ne contribuent pas ou très peu. Notamment les équipes social médias sont beaucoup impliquées et la rédac numérique elle l'est également, donc ils sont déjà dans cette démarche-là. Donc non, ils sont plutôt intrigués par un papier qui est dans le journal qu'on arrive à retraiter avec un top snap de 10 secondes, va plutôt intriguer le journaliste, se dire ah oui, vous avez réussi avec l'angle que j'ai fait à raconter quelque chose en 10 secondes en image animée, en vidéo. C'est plutôt un intérêt qu'une crainte ou qu'une... Et chez vous, ça réagit comment quand les contenus sur des sujets nobles, dits nobles, incarnés par le monde, sont un petit peu remis à jour ? Alors, ce qui est marrant, c'est un peu l'histoire que je raconte à chaque fois, mais c'est que, en fait... Les vieux de la vieille, pour caricaturer la question, nous ont pas dit on n'a rien à faire sur Snapchat, c'est pas le monde. Ils ont commencé par nous dire c'est quoi Snapchat en fait. Et en vrai, il y a une forme de curiosité bienveillante qu'on a trouvé très sympathique. On n'a vraiment eu aucun cas de clash entre guillemets. Géographiquement, en fait, c'est assez drôle parce qu'on est juste à côté du bureau des éditorialistes, de Gérard Courtois, de Sylvie Kaufmann, et en face de la direction de la rédaction. Et Sylvie Kaufmann, le premier jour, elle est venue nous voir, elle a dit « mais je sais pas ce que vous faites en fait depuis quelques semaines ». Du coup, je lui ai installé Snapchat sur son portable, et du coup, depuis, elle va voir les éditions. Donc, on est plus dans un rapport d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait que dans un rapport de clash et de confrontation. D'accord. Et le fait que justement vous recouriez à Upian du côté de l'équipe, est-ce que ça n'empêche pas justement l'infusion des nouvelles pratiques puisque vous externalisez ? Du coup, ce n'est pas incarné par vos propres équipes. Est-ce que vous ne ratez pas là une occasion de revigorer les pratiques en interne ? Non, parce que déjà, c'est des métiers qu'on n'avait pas à l'équipe. Motion designer, il n'y avait pas de motion designer à l'équipe. Vous auriez pu en recruter ? On aurait pu en recruter. Alors, c'est un projet qui est nouveau et on préfère se donner le temps de voir ce que ça donne, les premiers résultats, la rentabilité du projet. Pour demain, évidemment. Mais les équipes qui travaillent chaque jour sur l'édition, ils sont 4. Donc, il y a des équipes du Pian, des équipes de l'équipe. Elles sont ensemble et donc ce partage d'informations, il se fait. Et c'est divisé comment entre les équipes éditoriales, les équipes du Pian ? Comment vous procédez au partage des tâches ? Qui fait quoi ? L'éditorial, bien sûr, à charge de l'équipe. Donc ça veut dire le choix des sujets ? Le choix de tous les sujets, les discussions avec les graphistes et les motion designers pour orienter, pour essayer d'angler les choses, puisque chacun des choix visuels n'est évidemment pas anodin, même quand il s'agit de sport. Et donc... au sein du Pian, c'est 2 graphistes et un animateur en fait qui travaillent dessus tout au long de la journée en fait, et qui communiquent.
avec l'équipe. Mais si je vous comprends bien, entre les lignes, ça veut dire que vous ne pouviez pas vous permettre de recruter des nouveaux métiers puisque vous n'étiez pas totalement sûr de ce que ça allait advenir sur Snapchat. C'était trop risqué finalement de faire un recrutement spécifique? Non, mais c'était plus rapide et plus facile de travailler avec Upian, avec qui on travaille sur tous les sujets numériques depuis un certain nombre d'années. Donc ça a été... Voilà, nous, ça fait pas des mois et des mois qu'on se préparait à se lancer sur Discover. Ça faisait quelques semaines, voire jours. J'ai entendu, contrairement au Monde, qui était dessus depuis presque un an. Donc voilà, ça a été plus simple, plus facile de s'y mettre rapidement. Donc non, et puis globalement, toute notre partie graphique, une bonne partie de notre partie graphique sur le numérique est déjà assurée par Upian. Donc c'est une forme de continuité qu'on a souhaité conserver. Oui, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Quant à nous, voilà. Vous qui avez travaillé pendant presque un an, voilà, ouais, on peut le dire. Avec différents niveaux de test, effectivement. Nous, ça a accéléré en fait un processus qui est de travailler de plus en plus avec les designers ou les motion designers. Là, on a une équipe Snapchat donc de 7 personnes avec des motion designers au milieu des journalistes dans la rédaction et qui participent à la conférence de rédaction le matin, qui ont un vrai apport éditorial et critique sur ce qui se fait et qui arrivent à mettre en forme les intentions journalistiques, donc c'est très intéressant. Mais c'est quelque chose qui se passe à la rédaction du Monde.fr aussi, dans les équipes vidéo, dans certaines équipes comme les décodeurs ou Pixel. On travaille déjà avec des graphistes ou des motion designers pour toujours adapter à des nouvelles écritures la manière de raconter les informations. Et donc en fait, Snapchat, ça a accélérer un processus qui était déjà en cours. Et là, en plus, on est sur des formats très spécifiques, sur du mobile vertical animé. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas forcément beaucoup avant. Là, maintenant, il y a vraiment une fonction de laboratoire, de tester à travers Snapchat ce qui peut marcher avec des équipes hybrides pour ensuite les dupliquer peut-être sur d'autres supports, sur d'autres réseaux sociaux, peut-être dans nos applis, on ne sait pas encore très bien. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui nous a permis en interne, effectivement, de changer un peu les compétences et d'augmenter l'expérience, et tout ça, on trouve que c'est super. Par ailleurs, les discussions éditoriales, le fait aussi de pouvoir y inclure des gens qui ne sont pas journalistes à la base, qui n'ont pas une formation de journaliste à la base, c'est aussi extrêmement enrichissant d'avoir un regard relativement aussi frais sur l'actualité. Et vraiment, pour nous, ça enrichit vraiment les discussions éditoriales au quotidien. J'ai une dernière question avant de passer la main à notre public. J'ai vu que Forbes n'avait pas d'édition sur Snapchat Discover, mais faisait ce qu'on appelle des cards directement sur leur site mobile. Et notamment, c'est la façon dont ils organisaient leur fameux classement des Américains les plus riches. Et ils ont obtenu, via le format finalement directement inspiré de Snapchat, un temps passé sur ces fameuses cartes bien supérieures à ce qu'ils avaient autrefois. Donc la question, elle est simple, c'est pourquoi ne pas s'inspirer tout simplement des formats de Snapchat pour les intégrer directement dans votre environnement? Alors je viens de répondre, mais nous, c'est effectivement un des buts de tester à travers l'application et les éditions Discover des choses qui pourront se dupliquer après. Enfin, on est clairement dans cette logique-là. Après, faut voir que Snapchat, donc, c'est un lectorat particulier, un format particulier parce qu'on est sur une application donc, qui a été designée en Californie et qui n'obéit pas forcément à des codes d'actualité. Et ce qu'on va apprendre à travers Snapchat n'est pas forcément duplicable en tant que tel avec le lectorat du Monde, mais ça nous sert à avancer. C'est surtout du travail. Sans rentrer dans une logique pure de copier-coller, il y a évidemment des enseignements à tirer, mais voilà, par ailleurs, c'est pas quelque chose qui est juste cantonné à Snapchat. Si vous regardez la nouvelle version du Washington Post, c'est aussi extrêmement visuel avec un système de cartes, où il y a CNN aussi qui avait lancé une application CNN Politics qui est très très inspirée de Snapchat Discover, mais copier-coller directement, c'est pas possible dans la mesure où effectivement, comme disait Emmanuel, on est un peu dans des objectifs de gamification et de fun qui seraient pas directement importables. Ouais, pas grand-chose à rajouter. Nous, on l'a testé. On l'a testé cet été sur notre projet La Nuit à Rio autour des Jeux Olympiques. Voilà, donc on doit s'inspirer de certains codes qui fonctionnent très bien, d'autres un peu moins bien. Et voilà, faut qu'on en tire profit pour apporter quelque chose. Ouais, il y a un truc, je trouve, qui est un petit peu en sous-texte aussi dans ce que tout le monde dit, c'est que en fait, on a tendance à faire un lien entre la presse écrite, le digital et Snapchat Discover là, alors qu'en fait, en travaillant au quotidien avec les éditions, j'ai l'impression qu'on s'approche aussi d'une logique télévisuelle, audiovisuelle, qui va rencontrer aussi la presse écrite. En fait, il y a un entre-deux avec la partie supérieure, comme tu l'expliquais tout à l'heure, où c'est de l'image animée. Donc, on va utiliser un langage vraiment audiovisuel,
avec du son. En plus, on n'a pas trop parlé, mais le son est quand même très important. Il y a 70% c'est vrai que vous mettez des gens des musiques systématiquement. Ouais. 70% des... Selon, alors je ne sais pas comment ils font leurs chiffres, c'est assez difficile à savoir, mais en tout cas, ce qu'ils nous annoncent, c'est 70% des gens qui consomment des stories le font avec du son, probablement parce que quand ils échangent des vidéos entre eux, il y a déjà du son, ils utilisent du son, ils mettent beaucoup de musique, etc. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est aussi, et puis la marque L'Équipe a une chaîne de télévision et un journal, donc cette rencontre-là, elle est assez naturelle et voilà, intéressante. Est-ce qu'il y a des questions, peut-être effectivement à propos du son? Je vois madame avec le gilet vert. Non, on va prendre juste 2 questions, du coup, questions courtes, réponses courtes, pour avoir le temps de finaliser, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas du tout une question technique, c'est plus une question économique. Comment est-ce que Snapchat Discover s'intègre dans vos modèles économiques de médias? C'est un modèle publicitaire. Notre régie et Snapchat, la régie de Snapchat qui vient de se construire en France et de se lancer début octobre, peuvent commercialiser nos espaces. Donc il y a 3 écrans de pub maximum par édition, avec plusieurs formules. Et voilà, il y a un partage de revenus qui est fait entre l'éditeur et Snapchat. Donc c'est vraiment une offre qui est complémentaire aux autres offres publicitaires. Pareil au monde. Deuxième question, oui, s'il vous plaît. Bonjour. Je suis là. Ah, pardon. J'ai une question par rapport à la différence entre les stories et le Discover. En fait, je vais m'adresser surtout aux journalistes du Monde. Vous avez fait le choix d'être sur Discover. Le Figaro a fait le choix de publier surtout des stories et de ne pas être dans Discover. Est-ce que vous savez lequel de choix marche le mieux aujourd'hui en termes de visibilité sur Snapchat? Clairement Discover, dans la mesure où on est obligé de s'abonner à un compte pour pouvoir regarder des stories, alors que sur Discover, vous êtes de fait dans le Snapchat de tous les utilisateurs. Donc, vu que Snapchat vous met sur l'écran de tous les utilisateurs, on est plus visible en étant sur Discover. Nous, on n'a pas complètement abandonné l'idée par ailleurs de faire des stories, mais on pense que c'est pour des exercices qu'on est en train de travailler dessus, mais qui sont différents de Discover. C'est pas forcément un récap d'actualité, ce sera peut-être plus un outil de reportage pour envoyer des snaps depuis le terrain. Voilà, on est en train de travailler sur ça, mais les deux sont par ailleurs pas forcément incompatibles. Peut-être la dernière question que j'ai vue ici, oui, s'il vous plaît. Désolée, après il va falloir qu'on rende l'antenne. Oui, en fait j'ai eu l'occasion de rencontrer un jeune homme qui a moins de 20 ans et qui a créé notamment... un média sur Internet et une agence de publicité, et qui me disait que lui vivait plutôt comme une intrusion, en fait, que des médias viennent sur cette plateforme, enfin sur cette application Snapchat, qui est une application que lui me décrivait comme intime, puisque pour reprendre ses mots, elle a été créée pour que des jeunes, des ados puissent envoyer des photos d'eux nus, enfin c'est ce que lui m'a dit. Est-ce que vous l'avez perçu? Est-ce que vous avez eu ce type de retour? Emmanuel Alix. En tout cas, clairement, c'est un des risques, très clairement. Je pense qu'on a une nécessité de mieux communiquer sur ce qu'a Discover également dans Snapchat. Snapchat a la méthodologie de jamais communiquer auprès des utilisateurs. Ils doivent comprendre tout seuls comment ça se passe, où c'est, etc. Donc je pense qu'il y a cet enjeu-là, mais c'est sûr que l'utilisation des codes Snapchat, d'utiliser les filtres, d'être peut-être un peu moins sérieux qu'on peut l'être sur les autres supports, de nous amener à faire mieux accepter par l'utilisateur les éditions qu'on propose. Mais c'est évidemment un risque. On disait la même chose de Facebook. Attention, les plus de 30 ans ou les plus de 40 ans arrivent sur Facebook, c'est la fin de Facebook. Je retrouve mes parents, donc je n'y vais plus. Voilà, c'est aussi un des risques sur Snapchat. Pour l'instant, on n'a pas encore d'éléments sur le sujet. C'est évidemment, effectivement, comme dit Emmanuel Henry, qu'on arrive sur un réseau social. C'est en même temps aussi la raison pour laquelle on y arrive dessus, parce que c'est un réseau social qui est utilisé par les jeunes. Nous, en tout cas, de tous les retours qu'on a et de tous les messages qu'on reçoit régulièrement de la communauté, alors après, peut-être qu'effectivement, des gens qui auraient ce genre de critiques ne nous l'enverraient pas directement, mais on a vraiment reçu énormément de messages qui étaient plutôt bienveillants et qui nous disaient merci parce que là, j'avais pas compris et là, j'ai compris. Ou des messages qui disaient vous êtes trop long, j'ai pas compris l'article, mais nous ça nous permet vraiment d'engager une forme de dialogue aussi avec les gens qui sont sur Snapchat parce qu'ils nous écrivent directement et on a une communauté qui est globalement très bienveillante par rapport à Twitter où il y a beaucoup de trolls et avec une violence des fois assez forte. Sur Snapchat on a beaucoup de gens qui viennent nous parler directement et qui sont plutôt bienveillants. Enfin, en tout cas c'est le retour qu'on a. Merci vraiment donc Michael Zdakowski, Jean-Guillaume Santi.
Emmanuel Alix et Thomas Derriès pour ce premier bilan après deux mois de production sur Snapchat Discover.